On commence. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence sur la gouvernance de l'information au-delà du records management et de l'archivage. Au-delà. Donc je vais introduire brièvement les participants à cette conférence. Donc Jean-Pierre Blanger, vice-président de la Fédération internationale Document and Information Manager, et François Chazalon, qui est directeur marketing Europe de RSD, et moi-même, Michel Cotin, Records Manager chez Orange Labs. Et donc on va essayer pendant, on a combien, 3/4 d'heure, 1 heure, de développer le thème de la gouvernance. Alors vous avez dû remarquer, la gouvernance, depuis 2 ou 3 ans, on le voit partout, ici à Documation, même en me penchant un petit peu, en regardant l'allée, je suis sûr que je vais voir ce mot-là dans les allées. Depuis 2 ou 3 ans, si je fais le constat, je suis quand même étonné. On parle beaucoup de gouvernance, mais il n'y a pas beaucoup de couronnes sur les têtes des gens qui se promènent dans le salon. Alors ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gouverneurs, ou c'est que finalement la gouvernance n'avait pas tenu ses promesses. On n'est pas tous gouverneurs, on n'a pas tous notre petite couronne. Est-ce que c'est finalement ça la gouvernance, ou pas, ou peut-être plutôt quelque chose de plus interactif? Peut-être le fait que tout le monde ait une couronne ou personne n'a une couronne, je ne sais pas. Donc on vous propose d'animer cette conférence avec une petite série de questions, et on va appliquer la règle du jeu suivante, qui va être celle de la gouvernance du billard à 3 bandes. Donc où je poserai la question à mes interlocuteurs, qui pourra apporter des éléments, et on fera des allers-retours pour chaque question avec la salle. Donc voilà la liste des questions. Alors la première, c'est est-ce que la gouvernance est fatale? Est-ce qu'on est obligé finalement de gouverner l'information? Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas s'en passer finalement? Donc je ne sais pas, Jean-Pierre ou François? Jean-Pierre? On commence. Bonjour à tous. Je ne sais pas si la gouvernance nourrit ou pas, d'ailleurs. Je me pose aussi la question, mais je vais juste faire une petite parenthèse avant. La FIDIM, qu'est-ce que c'est? C'est une association qu'on a montée, il doit y avoir 2 ans maintenant, mais qu'on travaille depuis à peu près 4 ans, et qui partait du principe suivant, c'est que justement, on n'avait pas le pilote, on n'avait pas l'homme qui alignait les flux, l'organisation documentaire, les données, l'information au sens large, au sens anglo-saxon du terme, dans l'organisation, et que peut-être ça valait le coup de se poser la question de cette fonction. Alors j'ai entendu tout à l'heure Records Manager, nous on parle de Document and Information Manager, de DIM. En fait ça a été créé à l'initiative de 2 associations, l'une qui s'appelle la Proged et l'autre qui s'appelle Explore. Je crois qu'Aproged est présente je suis sûr qu'Aproged est présente dans le salon. Si ça vous intéresse de la rencontrer, je pourrais vous les faire rencontrer. Quant à Explore, je ne sais pas, Alexis, je ne crois pas. Alexis étant une personne qui travaille, qui œuvre dans la FIDIM aussi. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse pour dire qu'on s'est fixé comme objectif de définir une fonction, et quand on se fixe comme objectif de définir une fonction, le DIM, on essaye de fixer la matière qui est derrière, et puis on est parti de constat. Donc j'ai essayé sur la problématique de gouvernance, sur la question est-elle fatale, de résumer quelques constats qu'on a fait par le passé, et que vous connaissez pour certains, j'en suis sûr. Le premier, c'est les volumes de documents et d'informations, évidemment, qui amènent une complexité forte. J'aime bien, j'utilise de plus en plus dans la société où je travaille le terme d'infobésité qu'on doit à Archimag aussi, qui me semble extrêmement intéressant, parce qu'effectivement, on grossit beaucoup au niveau de ces volumes. Il y a peut-être quelque chose à faire pour les réduire, pour mieux les maîtriser au niveau des flux, hein, donc évidemment. Donc ça pose la question de la fatalité. Est-ce que je la laisse faire, cette infobésité, et grandir, ou est-ce que j'essaye, comme je le gère au quotidien moi-même, personnellement, de la gérer, à suivre sur ce sujet. Très rapidement, ensuite, quelques autres constats. La transformation numérique, toujours plus rapide. Je vais les faire rapidement, c'est le cas de le dire, puisque vous les connaissez. La recherche de productivité et de valeur, ça c'est un petit peu plus récent. On est en train de prendre conscience de plus en plus, alors je ne parle pas des records managers qui maîtrisent ça depuis très longtemps, de la valeur de cette information, de la valeur de l'essence qui passe dans la voiture, de la valeur des flux donc qui irriguent l'entreprise.
Toujours plus rapide parce que productivité recherchée. On parlait beaucoup de réduction des coûts, on parle de plus en plus de productivité. Donc c'est une fatalité forcée dans l'entreprise qu'on a pu observer, avec cette volonté de faire en sorte d'accélérer les processus métiers. Et quand on accélère les processus métiers, on est vite confronté à la lenteur des flux, aux différentes étapes de ces processus. Donc c'est pas une fatalité, là c'est une obligation de s'en préoccuper. Le partage d'informations, pas seulement en interne, mais aussi en externe, entre les organisations, pousse à s'interroger sur ce qu'on laisse passer. Alors, il y a plein de logiques derrière, je pourrais y revenir plus tard, sur les données qu'on transfère, sur la notion de risque, sur la notion de valeur, de propriété industrielle. C'est même très d'actualité entre certains marchés, je crois, avec la Chine en ce moment. Mais je sais aussi que Michel, je ne voudrais pas que tu sois qu'animateur, mais tu as... Ça y est, je vais te passer la couronne, il n'y a pas de souci. Non, je sais que tu gères au niveau international, donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit retour là-dessus aussi. Et puis, les problématiques d'interopérabilité, j'ai envie de dire, pour reprendre des termes du monde du marketing, là, le fait d'être omnicanal, c'est-à-dire d'être au cœur d'un processus, mais aussi au cœur du système d'information qui permet de soutenir ce processus. Et puis, plus trivialement et plus simplement, je vais citer le mot de maîtrise du management ou de la gestion des contenus de l'entreprise. Voilà, donc tout un programme qui me semble finalement fatal pour ceux qui ne s'en préoccupent pas et qui me semble effectivement nous avoir poussé à l'époque à se préoccuper de la fonction DIM. Voilà. Merci. De l'autre côté, c'est vrai que on a une approche liée à la gouvernance, ou je dirais non pas une addiction en fait à la gouvernance, mais en tout cas une vision de nécessité en fin de compte d'arriver à faire en sorte que la gouvernance puisse être ancrée quelque part au sein de l'entreprise. Donc qu'elle soit liée par exemple à la gouvernance même de l'entreprise. Dans cet angle, je dirais plus de perspective de minimiser finalement le risque que l'entreprise peut encourir de ne pas être conforme à une réglementation, à une loi ou tout simplement à ses propres politiques internes. Et dans ce sens, on va considérer qu'effectivement la gouvernance est quelque chose d'obligatoire finalement pour l'entreprise. Donc tu parlais de risque tout à l'heure. Je renforce effectivement ce côté-là. Pour bon nombre d'entreprises, notamment qui ont des dimensions internationales, pour bon nombre d'entreprises qui sont dans des domaines réglementaires extrêmement importants et contraignants. On parle de la pharma, mais même le monde de l'industrie, la banque finance évidemment. On le voit chaque année, il y a un certain nombre donc d'affaires qui apparaissent et donc de nouvelles contraintes, de nouvelles réglementations qui sont demandées par des autorités, par des instances qui peuvent être donc nationales ou internationales et qui imposent ou qui cherchent en tout cas à forcer les entreprises à devoir trouver le moyen d'identifier l'information qui va lui permettre d'être en conformité donc avec ces nouvelles directives et bien entendu donc une fois que cette information est identifiée d'être capable de pouvoir la retrouver. Mais quand on dit la retrouver, là je reste en fait au niveau transverse de l'entreprise et c'est bien souvent là en fait qu'est le problème, c'est-à-dire que aujourd'hui chaque élément d'outils que l'on a pu trouver nous permettait de pouvoir retrouver facilement en fait un document par rapport à un métier, par rapport à un département en fait dans l'entreprise, sauf que là on va devoir être transverse, c'est-à-dire que la réflexion n'est plus une réflexion simplement liée à un métier particulier de l'entreprise, mais véritablement donc à avoir une vision qui soit la plus large possible. Et en ce sens, donc cette fois-ci de valorisation, donc on a parlé de minimiser le coût d'une conformité. Ici, on va essayer d'en tirer une valeur. Donc toujours pour essayer de faire en sorte que cette information puisse être accessible et que je suis capable de pouvoir l'exploiter. Et puis c'est vrai que bon, aujourd'hui, on a on va peut-être aborder ça dans un des points complémentaires. C'est vrai qu'on est dans une logique où finalement le téraoctet coûte tellement peu cher. Vous avez quelques acteurs ici qui vendent du hardware dans les allées donc de documentation. Bon, c'est vrai que quand on voit le coût du téraoctet, on se dit ma foi pour ce prix-là, je peux garder, je peux stocker, je peux archiver. D'ailleurs, on utilise différents termes sans savoir véritablement à quoi elles correspondent, surtout quand je parle de hardware.
Mais on ne résout pas la problématique, en fin de compte, de savoir retrouver une information simplement en la gardant sur un disque dur. Et cette facilité que l'on a aujourd'hui à pouvoir finalement baisser le coût du stockage ou en tout cas acheter des environnements stockage qui coûtent peu cher simplement pour le plaisir de tout garder, tout garder ça ne sert à rien si je suis pas capable de pouvoir retrouver l'information qui m'intéresse, donc par rapport à cette mise en conformité ou tout simplement par rapport à des besoins utilisateurs et utilisateurs finaux en l'occurrence dans l'entreprise. Donc dans ce sens de minimiser le risque, dans ce sens d'en tirer une valeur et dans ce sens, en fin de compte, donc de pouvoir permettre à l'entreprise de continuer finalement à engranger un patrimoine informationnel qu'elle puisse savoir exploiter, oui, la gouvernance va être fatale. Je voulais juste rajouter un point par rapport à l'interopérabilité qui est un point un peu critique dans les grandes organisations, puisque par exemple chez Orange, la fatalité de la gouvernance, elle nous est remontée par des lancements d'alerte de la part des architectes de l'information. Et l'interopérabilité, on a aussi beaucoup travaillé, notamment dans les commissions de normalisation comme la FNOR CN11, sur l'interopérabilité au niveau des normes qui décrivent les enregistrements, qui décrivent les documents d'activité. Et ça, c'est un élément qui est très important en matière de terminologie. Si parmi vous, il y en a qui vont de temps en temps sur LinkedIn, sur le groupe Records Management de l'ADBS et de l'AF, il y a un petit article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la BBC, qui avait lancé un grand projet de dématérialisation, archivage, enfin, ils ne savaient plus trop quel mot utiliser. Et cet été, ils ont arrêté ce projet, ils ont perdu 100 millions d'euros, je crois, à peu près. Et une des causes, on va dire, publiques de l'arrêt de ce projet, c'est le manque de terminologie commune à l'ensemble des acteurs du projet. Vous voyez, et c'est quand même un projet qui était important, qui visait, alors d'après ce qu'on a compris, à dématérialiser les contenus de la BBC. Donc c'était pas un petit projet. Et donc la notion d'interopérabilité dans la gouvernance, elle remonte au niveau du langage, au niveau de la terminologie. Et finalement, ça devient, enfin, la gouvernance, finalement, c'est peut-être plus un truc de droit divin, comme la monarchie, mais ça devient peut-être une compétence ou un métier. Je voulais justement ajouter une chose sur ce point, parce que tu me fais réagir par rapport à la taille de l'entreprise, d'accord ? Évidemment, ça paraît trivial de dire que dans des grandes organisations, les problématiques d'interopérabilité font que des flux d'informations et de documents transitent avec des tiers qui ne sont pas toujours d'ailleurs maîtrisés par les organes de décision. Mais c'est vrai aussi des petites entreprises. Souvent on dit ouais, c'est vrai que des grandes, etc. Moi, pendant 15 ans, j'ai eu ma société. On était maximum 23 dans les meilleurs moments. C'était bien suffisant d'ailleurs. Non, bref. Et donc, et maintenant, je travaille dans un grand groupe. Quand on est 23, si vous voulez, 10 000 euros, c'est équivalent de 100 millions d'euros. Donc, on a aussi ce problème de savoir ce qu'est notre information stratégique. Donc, évidemment, on a un devoir d'inventaire dans l'entreprise, en petite PME. Une fois qu'on a cet inventaire, on a un devoir de valorisation. On est déjà dans les méthodes là, mais devoir de valorisation, parce qu'il n'était pas question, moi, que j'ai quelqu'un qui se préoccupe de remplir des formulaires ou des documents inutiles. Même si un jour j'ai été le premier à le faire avec un ouvrage, je crois, puis on a reçu une facture, j'avais pas lu jusqu'au bout parce que j'avais pas le temps, et il m'a envoyé la facture d'enregistrement, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut bien dire qu'il faut pas perdre son temps dans les PME aussi à des documents inutiles. Et puis troisième chose, mesurer aussi ce que sont les risques de cette valeur. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois il vaut mieux s'occuper d'un client, si vous voulez, dans une PME, que de se préoccuper, je devrais pas dire ça, parce que ça va être, il y a personne de la police ici, mais que de s'occuper de répondre à tel document de l'administration qui va faire des stats, entre guillemets. Je ferme cette parenthèse, c'est plus le cas, parce que maintenant il y a aussi de la gouvernance, évidemment, dans l'administration. Mais bref, tout ça pour dire, c'est pas un sujet de grande ou petite, c'est vraiment un sujet de chaque entreprise. La taille de la couronne ne va pas être la même, mais c'est à peu près la seule différence. Je ne sais pas si vous avez des expériences vous-même de ce côté-là, mais on est preneur évidemment de vos questions par rapport à tel ou tel sujet. Hein. Donc la gouvernance est bien fatale. Et qu'en pense la salle alors ? Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions ? Un vote ? Ah, est-ce qu'il y a un vote ?
Bon, alors, qui pense que la gouvernance est fatale? Oh, ça va. Ah, oui, fatale dans le genre critique? D'accord. Ah oui, donc la gouvernance peut être fatale parce qu'elle est critique. Si on ne s'occupe pas de gouvernance ou si on ne met pas en place de gouvernance, donc ça, on atteint l'activité de l'entreprise ou de l'organisme. Et la gouvernance est fatale parce qu'on ne peut rien y faire, il y aura tellement de flux d'informations qui arrivent qu'à un moment donné, il faut bien s'en occuper, quoi. La gouvernance est-elle fatale d'un point de vue critique? Qui vote pour ça? Oui, un peu de vote. La gouvernance est-elle Il y en a peu, oui, il y en a peu. Et la gouvernance est-elle fatale d'un point de vue, comment dire, matériel? Ce serait ça? Qui vote pour ça alors? Est-ce qu'elle peut tuer notre entreprise s'il n'y a pas d'organisation? Je vais essayer de réagir parce que je vous sens... on va chanter une chanson d'abord. Ok. Oui, madame, vous voulez poser une question? Alors, on va privilégier les auditeurs et je vais au plus court. Il y a un autre micro, donc ça tombe très bien. Bon, alors moi, je vais témoigner. Donc, je ne vais pas citer le nom de mon entreprise, déjà. On vous entend peu. Je ne vais pas citer le nom de mon entreprise, mais par D'accord. contre, moi, je suis convaincue que c'est nécessaire et il n'y en a pas de gouvernance de l'information dans mon entreprise. Enfin, je n'ai pas le sentiment qu'il y en ait. Et quand j'en parle à mes responsables, je n'ai pas le sentiment qu'ils soient sensibles à ça. Donc, ce que je... Grande ou petite entreprise? Intermédiaire, c'est la mode, les ETI. Plusieurs milliers de salariés. D'accord, grande. Donc, ce que je constate, c'est qu'on a des décideurs. Et les décideurs, ce n'est pas ceux qui ont, comme on dit, les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui bénéficient de la documentation de nos collègues qui ont travaillé sur des choses avant, etc. Alors déjà, en fait, la gouvernance de l'information, qu'est-ce que ça englobe? Parce que moi, je vois que dans mon travail... Je suis maîtrise d'ouvrage. Voilà, il y a plein de documentation qui existent. Il y a une source énorme d'informations, mais elle n'est pas référencée, elle n'est pas triée, elle n'est pas valorisée, elle n'est rien de tout ça. Et je sais pas. Donc, est-ce que c'est ça pour vous la gouvernance de l'information déjà? Est-ce que c'est ce type de documentation? Et comment on fait pour sensibiliser nos responsables sur cette importance-là? Alors, je vais être très direct. D'accord. Nous venons de conduire une étude dans la société qui m'emploie exactement sur ce problème. D'accord. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des flux dans l'organisation et quels critères je peux utiliser pour motiver une direction. Premier élément à savoir, c'est que ça, c'est une étude d'il y a 2 ans, de l'année dernière, pardon. C'est vrai qu'on est en 2014, tout récent là. Qui consiste à dire aujourd'hui qui pilote les informations et documents dans l'entreprise, essentiellement les directions opérationnelles dans les organisations. Autrement dit, des gens qui sont, comme vous le dites, les mains dans le cambouis. La première question, c'est, à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire des choses qui sont déjà faites d'une direction à une autre? L'étude de cette année, elle a mesuré que dans 44% des cas, c'est du temps perdu. 44% du temps passé par nos cadres dans l'entreprise, en direction opérationnelle, c'est du temps perdu. Donc 44% de leur temps, à cause de ces problématiques de réutilisation, etc. À ajouter d'ailleurs aux 22% de perte de temps sur la recherche d'informations existantes dans l'entreprise. Donc je commence à vous dire quoi? Je commence à vous dire que dans nos métiers, alors peut-être pas les vôtres, ok, mais moi je cherche beaucoup d'informations dans ma vie professionnelle, comme certains, je suis sûr, d'entre vous. Quand je commence à annoncer 66%, alors heureusement je passe pas 66%, encore que comme je fais plus de 35 heures, alors que je devrais pas, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. On est dans des logiques économiques là qui sont très fortes sur les entreprises. Et je me souviens d'il y a maintenant à peu près, je crois, oh là là, ça ne va pas me rajeunir, mais mettons 5-6 ans, le Gartner Group avait conduit une étude pour l'AIM, vous savez, cette grande organisation américaine de l'Image and Information Management, et avait expliqué qu'en 2014, les entreprises qui n'avaient pas pris en main leurs problématiques d'information et de documents seraient toutes terminées en 2014, pardon. Donc ne pourraient plus être économiquement viables sur le marché en 2014. Donc pour moi, je vais trancher vis-à-vis de ça, c'est fatal. Petit 1, c'est-à-dire fatal au sens, c'est mortel de ne pas s'en organiser, de ne pas s'en occuper.
dans des secteurs où de la productivité est recherchée partout aujourd'hui. C'est un jugement extrêmement important. Je vous ai expliqué ces 44 et 22% qui sont chiffrés par l'organisme d'études. Moi, j'y suis absolument pour rien. Alors après, vous pouvez modérer ou accroître ces valeurs-là. Et puis, dernier point, vous avez posé la question comment on s'y prend. On va y venir petit à petit. Comment on s'y prend. Mais déjà, on s'y prend effectivement en allant expliquer les risques, en allant expliquer les temps passés, en allant expliquer la productivité que ça représente, et en allant expliquer que de temps en temps, si on était un peu plus productif, on aurait peut-être aussi moins d'obligations de plans sociaux qui coûtent aussi énormément aux organisations et aux grandes, comme vous le savez. Voilà. J'en dis pas plus, mais j'ai essayé de donner quelques éléments. Il y avait peut-être d'autres commentaires ou une autre question. Alors, pour apporter un différent éclairage, parce qu'en finalement on amène tout de suite là le débat sur les méthodes, c'est-à-dire comment on peut essayer effectivement donc de pouvoir démarrer et d'embrayer sur un sujet, en tout cas sur un contexte concret de gouvernance. Alors il y a beaucoup de pays qui arrivent, à démarrer leurs projets. Aux États-Unis, ils sont quand même assez en avance sur les projets de gouvernance, et indépendamment d'ailleurs de la taille de l'entreprise. Ce qui fait les événements déclencheurs, je dirais, de ces projets-là, c'est véritablement donc le besoin de pouvoir mener à bien des projets donc qui vont leur permettre de structurer l'identification de l'information par rapport à un domaine, comme je disais tout à l'heure, réglementaire ou tout simplement donc de loi. Par rapport en fait à ces méthodes-là, c'est vrai qu'il y a une nécessité de transversalité. C'est-à-dire que si effectivement le projet de gouvernance n'est pas pris en compte, en fin de compte, par une direction générale, ou en tout cas par un leader qui va être capable donc de pouvoir engager avec les différentes directions métiers, notamment sur la définition d'un glossaire, tout simplement, notamment sur la définition d'un vocabulaire qui a au moins pour objectif de faire en sorte que entre une direction juridique, entre une direction informatique, un records manager et puis une ou deux directions métiers, il y ait au moins sur une fiche, c'est même simplement une fiche Excel d'ailleurs, on peut démarrer simplement avec une fiche Excel, au moins un accord de principe sur la définition des termes, au moins sur la définition des objectifs liés à chacune de ces entités. Et à partir, en fin de compte, de ce premier travail qui est réalisé, on est capable de pouvoir se dire « Ah oui, d'accord, je suis en perspective donc de mettre en œuvre ma gouvernance sur la base d'objectifs communs ». Bien entendu, c'est extrêmement complexe, ça peut prendre du temps. C'est souvent d'ailleurs la partie la plus longue dans un projet de gouvernance, c'est au moins de se mettre d'accord sur les objectifs identifiés par chacune donc de ces directions et de chacun de ces départements. Et puis derrière, de pouvoir enchaîner sur « D'accord, on est d'accord sur les objectifs du projet de gouvernance, on commence à être d'accord sur le vocabulaire. Deuxième aspect en fin de compte de la méthode, mais au fait, je dois suivre quelles règles ? Parce qu'en fait, les règles vont me permettre, une fois que j'aurai défini des politiques, une fois que j'aurai défini des cycles de vie de ces informations, eh ben, je vais être à même de pouvoir passer en fin de compte dans une deuxième phase de mon projet, qui est de dire, j'ai déjà un existant avec des gestions de contenu, j'ai déjà éventuellement des projets d'outils de collaboration qui existent, j'ai bien entendu du contenu qui est stocké quelque part dans des serveurs de fichiers partagés, parce qu'il ne faut pas les oublier ceux-là non plus, mais me permettre en fin de compte donc de pouvoir lister un certain nombre donc de règles par rapport à un certain nombre donc de types de documents. Je ne suis pas encore en fait à mesurer où se trouve le document, mais au moins par rapport au type de document. Et là, je rentre en fait dans une notion où je vais commencer en fait à réfléchir à un plan de classement quelque part en fait idéal. Et ça, c'est une vraie problématique parce que le plan de classement que vous avez dans une gestion de contenu traditionnelle, c'est pas forcément le même que le plan de classement qu'il y a dans SharePoint. Par exemple, sheet SharePoint au hasard. C'est pas le même évidemment puisqu'il n'y en a pas dans un répertoire de disques partagés. Il n'y a pas de plan de classement non plus dans les Dropbox ou dans les dans les Cloudbox en fin de compte que vous pouvez avoir. Et ça, effectivement, on a ici capacité à pouvoir envisager de pouvoir mener à bien une sorte de plan de classement de ma gouvernance qui va me permettre du coup de pouvoir me dire d'accord, j'ai fait un premier travail, j'ai mappé, enfin du moins j'ai fait une cartographie des principales directions et des principaux objectifs de chacune des directions dans le projet de gouvernance. J'ai une cartographie des règles et politiques que je vais en fait donc essayer de suivre au travers de ce projet de gouvernance. Et ben, le troisième aspect, c'est de pouvoir définir un plan de classement. Alors il est idéal ou pas, mais au moins il a l'avantage de pouvoir capitaliser sur un existant de telle manière à me permettre enfin de pouvoir appliquer le cycle de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que la gouvernance, c'est rien que d'appliquer en fin de compte un cycle de vie et de savoir appuyer sur le bouton supprimer un document.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cycle de vie est arrivé à expiration, à partir du moment où on sait que ce document, par rapport aux politiques que j'ai définies, par rapport aux objectifs de chacun des départements, le cycle de vie du document, il est de X années, eh bien à la X années plus un jour, je sais que je peux le supprimer et je le supprime dans un contexte entre guillemets réglementaire qui me permet de pouvoir minimiser le risque puisque j'ai bien suivi en fin de compte donc les prérogatives des règles qui avaient été posées au démarrage. Donc on le voit, il y a beaucoup d'aspects. Il y a des aspects humains qu'il ne faut pas négliger. Il y a des aspects effectivement, j'allais dire, processus de communication entre départements. Il y a processus également d'intégration en fin de compte d'un existant. On ne vient pas supprimer un existant. On ne vient pas non plus d'ailleurs déplacer du contenu. L'un des objectifs de la gouvernance, c'est de faire en sorte de ne pas déplacer du contenu. C'est que le contenu vit en fonction des besoins de chacun des départements. Mais au moins, je sais où ce contenu se trouve. Je sais comment il évolue au fil du temps parce que je maîtrise en fait le cycle de vie et je suis encore plus à même de pouvoir finalement lui donner quelque part une perspective de transversalité dans le cycle de vie qu'on arrive. Voilà. Si je peux essayer de synthétiser en fin de compte le point méthode, prise en compte de l'existant et organisation et puis d'arriver après derrière vers la typologie de contenu. Oui, moi je trouve que c'est fantastique de pouvoir exposer ça comme ça. Voilà, absolument. C'est la norme ISO 33101. Ouais, en 3 minutes. C'est pas mal, hein. Et c'est effectivement ce que j'ai trouvé admirable. Je voulais encore réagir sur votre question, parce que j'ai pu profiter du temps. C'est vrai que lorsqu'on a travaillé dans la FIDIM, si vous voulez, à cette problématique des organisations, on s'est dit un peu comme vous, nos directions ne comprennent rien, etc. On avait d'ailleurs un monsieur d'une très 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 grande entreprise française. Et puis d'un seul coup, on a pris conscience que c'est faux. Nos directions, dans les grands groupes, elles ont parfaitement conscience du fait que les flux d'informations et de documents doivent être managés. En revanche, elles n'ont pas le temps. Elles ont des batailles. Moi, je me rappelle d'un président de grand groupe qui m'a dit oui, mais écoutez, Monsieur Blanger, c'est bien tout ça, mais moi, j'ai des batailles à mener. Et dans mes choix de bataille, le DIM, j'ai dit ouais, c'est vrai. Bon, ok, au revoir, au suivant. Mais simplement, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'ils mènent quand même certaines batailles. Alors, j'ai des chiffres là-dessus aussi qui sont revenus en tête, évidemment. C'est mon job de les connaître aussi. Hein, donc. Mais on a interrogé avec un autre cabinet d'études, c'est Parkes Coleman, celui-là. On a interrogé au niveau européen, si vous voulez, les gens qui sont associés aux problématiques de documents. Et on leur a dit, mais est-ce que vous estimez avoir conduit la transformation numérique de votre organisation ? Vous voyez, donc je suis allé là encore dans un espace plus large que ce que j'expose. Et là, on a des chiffres stupéfiants du style 4%, 6% disent oui. On pense l'avoir fait, d'accord ? Autrement dit, ça fait 95-96% des organisations qui pensent pas l'avoir fait. Alors moi, je suis ravi pour le salon d'occupation, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis ravi pour vous tous, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup à faire. Mais on va se dire à qui je vais m'adresser. Alors on a posé la question, mais dites-moi ce qui vous vient le plus naturellement en termes de fonction susceptible de vous aider dans cette fonction. La réponse a été le DSI. Donc on a posé une question au DSI, je ne me rappelle plus combien, hein, je ne me rappelle plus de toutes les fonctions, mais l'étude est disponible en ligne, on pourra en reparler. Mais on a dit, votre DSI, est-ce qu'il est capable de mener cette transformation numérique ? Et là, on obtient des chiffres stupéfiants du style plus de 80%, 89%, oui, 94%. On a en fonction des milieux, en fonction des métiers. Donc autrement dit, on a des DSI qui sont à même de conduire, qui sont sensibles à ça. Et les DSI, même s'ils ne sont pas toujours au comité exécutif, ce sont des acteurs effectivement importants dans cette transformation, ou du moins considérés comme tels par les gens interrogés. Et puis on a posé une troisième question, toute bête, qui consiste à dire, enfin il y en a plein de questions, mais troisième question, c'est mais alors pourquoi cette transformation n'est-elle pas conduite ? Eh bien en fait, manque de moyens, manque de ressources, complexité, des projets déjà en cours, donc on a besoin d'aide. Voilà. Donc en fait, on est aujourd'hui dans une transformation numérique, si vous voulez, qui est identifiée, qui est parfaitement connue, mais sur lequel effectivement il y a beaucoup d'enjeux dans les organisations qui font qu'à un moment donné, ils n'y arrivent pas. Alors pour autant, je vous parlais tout à l'heure d'un acteur qui n'est plus dans l'association. Je peux pas citer son entreprise pour les raisons identiques probablement à la vôtre.
Un jour, on s'est dit, avec l'équipe avec qui on a travaillé sur ces sujets, on s'est dit, on va écrire au président. Voilà, c'était à la présidente, pour être clair. Ça réduit déjà tout de suite le champ en France, vous savez, à la présidente de cette grande organisation. Et puis, on a mis presque 2 mois. Je ne sais pas si tu te rappelles, Alexis, de cela, mais c'était un peu compliqué. Et finalement, ce monsieur a été convoqué par cette présidente qui lui a dit « Ah, ça vous intéresse, vous, de faire ça ?» Je crois que vous connaissez bien les archives. Ce monsieur était responsable de toute la conservation et toutes les archives. Et il a dit, elle lui a fait une lettre de mission, en disant ça vient de moi. Et dorénavant, vous devez faire en sorte de sensibiliser les acteurs, sensibiliser l'entreprise à ces problématiques de gouvernance documentaire. Alors, je ne sais pas, moi j'aimerais bien, Michel, que tu me dises comment le records management est arrivé chez Orange, par exemple. Hein? Oui, le records management, il est arrivé, ça s'appelait pas par la gouvernance, mais à l'époque on utilisait le mot politique, à partir de 2006 à peu près, donc c'était mise en œuvre de politique, et au niveau du groupe, et puis après décliné dans les entités, et ces politiques avec des effets sur les outils. Et la même démarche, c'est-à-dire en gros, on parlait peut-être pas forcément de fatalité, mais on avait une approche qui était plutôt liée à la gestion des risques, donc du coup, il y avait peut-être un caractère fatal. Et puis au niveau des méthodes, par contre, je retrouve bien ce que nous a expliqué François, parce qu'en fait, on a pris l'habitude, mais c'est le cas dans les télécoms, on a pris l'habitude de bien cadrer notre gouvernance par rapport aux normes. Essentiellement, à l'origine, c'était lié au contexte international. La première fois que j'ai travaillé dans le cadre d'Orange à l'international, il s'est posé la question de quel vocabulaire on utilise, quelle terminologie. Et c'était dans les groupes de travail où il y avait des différents pays. Il y avait 18 pays différents dans les groupes de travail. Ça se passe aux États-Unis. Il y avait des cabinets d'audit, etc. sur des projets de réorganisation. Et à l'époque, j'ai sorti la norme 15489 en anglais, en disant, voilà, je propose cette terminologie-là. Et comme par hasard, disons que ça a eu un effet fédérateur au niveau de quoi parle-t-on quand on utilise le mot document, information, etc. Et on a utilisé la terminologie des normes ISO. Et donc après, l'élément qui est important, sur lequel je voudrais revenir, parce que là, au niveau de la gouvernance, aujourd'hui, on trouve beaucoup de méthodologies, on a un bon niveau de maturité sur finalement le fait d'expliquer pourquoi il faut gouverner, les types de méthodes, les outils existants. Et du point de vue du contenu, on a un élément qui est important, mais c'est la question que je voulais rebondir à la fois vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de la salle, c'était sur les critères d'amélioration. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous avez des informations là-dessus ? Ou est-ce que dans la salle, il y a des questions qui sont posées là-dessus, quand la gouvernance existe, comment arriver à l'améliorer, à la faire évoluer ? François ? Oui, on a quelques exemples effectivement concrets de contextes clients qui ont mis en œuvre effectivement la gouvernance. J'en retiens un notamment sur le domaine français, parce que ça, une valorisation finalement à laquelle on s'attendait pas véritablement, mais c'est vis-à-vis de l'administration fiscale. Voilà, ça paraît effectivement assez surprenant. On aurait pu penser à une amélioration de process interne, être plus efficace interne en termes de communication entre départements ou autres. Et en fait, l'un des éléments clés de ce grand groupe en France a été l'amélioration de ses relations avec l'administration fiscale, puisque par rapport au projet donc de transverse qu'est la gouvernance, donc on est à travers différents départements, ils sont assez régulièrement, je dirais non pas audités, mais en tout cas consultés par l'administration fiscale, qui cherche tout simplement dans l'étude qu'ils peuvent faire des déclarations faites par le groupe en question. Donc Bercy est toujours à la recherche, maintien de précision, d'informations complémentaires par rapport à des éléments parfois très précis en fin de compte d'une déclaration. Pourtant, quand vous voyez les liasses fiscales, j'imagine la liasse fiscale d'Orange, elle doit être épaisse comme ça, donc celle du groupe est également épaisse comme ça. Et pour la petite anecdote, en fait, il y a eu un petit problème sur une des déclarations en question. Donc, comme c'est un groupe dans l'automobile, ils ont déclaré 200 véhicules vendus, par exemple, dans à une concession en Suisse, et incapable de trouver trace des 200 véhicules en question. Donc les 200 véhicules ont été produits, mais on ne sait pas s'ils ont été effectivement produits, livrés, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, quand je m'adresse simplement à un silo
de contenu d'information, je recherche simplement un document par rapport en fait à ce silo-là. Donc l'un des avantages en fait de la transversabilité, ça a été effectivement d'avoir pu retrouver effectivement l'intégralité des documents par rapport, et là on n'a pas parlé des métadatas, mais c'est vrai qu'on a une problématique en fin de compte très importante qui est liée aux métadatas grâce à leur richesse qui vont enrichir évidemment donc le contenu et le processus, mais on est capable du coup de pouvoir retrouver en fin de compte donc les informations par rapport à des critères extrêmement simples, et au lieu de prendre en fin de compte quelques jours à rechercher en fin de compte l'intégralité des documents, chaque département recherchant non pas au sein de son référentiel, mais recherchant effectivement à reposer peut-être la responsabilité de la recherche des documents sur le département d'à côté. Là, on évite en fin de compte donc à une direction financière de devoir accéder à de multiples interlocuteurs dans différents départements ou voire différents pays, puisque la direction administration et financière est capable d'aller rechercher elle-même de manière donc centrale donc les documents qui peuvent être relatifs donc à porter donc information à la Direction Générale des Impôts. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a des effets, j'allais dire, un petit peu collatéraux en termes de bénéfices finalement à l'implémentation de ce type d'outils, simplement sur des recherches très basiques, très simples, du quotidien. Et on est véritablement dans la valeur de l'information. Alors, il y a un gros débat qui est de savoir finalement la typologie d'information que je dois effectivement conserver à tel début de patrimoine informationnel uniquement centré sur les besoins de moi, entreprise, ou est-ce que je dois considérer finalement l'extérieur de mon entreprise comme étant également donc un tiers à intégrer en fin de compte donc dans les projets de gouvernance. Et de plus en plus, en tout cas c'est le cas notamment sur les clients anglo-saxons que nous avons, donc que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, les 3/4 des bénéfices qu'ils ont aujourd'hui dans la mise en œuvre de projets de gouvernance, c'est la capacité qu'ils ont de pouvoir réagir à des événements extérieurs en fin de compte à leur domaine. Chose qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir maîtriser auparavant, mais là aujourd'hui sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus en alerte en fin de compte sur la capacité qu'ils ont de sortir une information pour pouvoir amener donc ou preuve ou tout simplement éléments de prise de décision sur des accords par exemple vers des partenaires économiques ou sur des accords par exemple ici donc avec dans l'exemple que j'ai pu citer avec la direction générale donc des impôts. Mais voilà, il ne faut pas regarder en fin de compte ces projets de gouvernance que pour faciliter finalement la coordination de mes gestions de contenu diverses et variées, de mes projets d'archivage. Certes, c'en est un, mais également donc dans la capacité finalement de donner une valeur à cette information dans le cas donc d'événements externes. Oui, donc qualité d'information, okay, évidemment, que tu évoques. Quand tu parles fiscal, tu évoques réduction de coûts aussi, réduction des risques, éviter l'amende, etc. Donc ça, c'est des facteurs motivants très directs. Okay. C'est réactivité, on a dit, vis-à-vis de l'environnement, évidemment. Qualité de l'information veut dire je maîtrise mieux ce qui se passe et mon écart d'incertitude est réduit. Moi, j'ajouterais juste quelque chose pour que ça vous frappe. Il y a un acronyme qui me plaît beaucoup, qui traîne aujourd'hui sur les pays anglo-saxons, enfin aux États-Unis, pour être très clair, c'est l'acronyme SMAC. Vous savez ce que c'est qu'un SMAC ? Comment ça, vous ne savez pas ce que c'est qu'un SMAC ? Bien sûr, vous savez. Oui, je vois que vous savez. Enfin, SMAC, ça veut dire quoi ? Ça veut dire social, ça veut dire mobilité, ça veut dire analytics, ça veut dire cloud, et ça veut dire big data. SMAC, d'accord ? Social, mobilité, analytics, cloud, big data. Donc, allez voir vos directions, puis expliquez-leur comment vos compétiteurs ils sont présents sur les réseaux sociaux. Expliquez comment vos compétiteurs ils sont dans le cloud. Expliquez comment vos compétiteurs ils ont fait des analyses statistiques qui leur permettent d'être plus pertinents dans leur campagne de presse, dans leur campagne de communication, etc. Donc ça, ce sont des facteurs aussi d'actualité, si vous voulez, qui sont inatteignables si vous ne faites pas un premier travail, évidemment, de rationalisation, d'urbanisation et sans oublier ce que j'ai dit préalablement, réduction des coûts, premier facteur, qualité d'information, mais ensuite aussi être une entreprise communicante moderne qui adresse son marché avec les moyens nécessaires aujourd'hui. Juste une question, combien d'entreprises aujourd'hui dans cette salle utilisent les réseaux sociaux pour communiquer sur vos produits ? Vous pouvez lever la main ceux qui le font ? J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Vous voyez, donc il y a du travail. Donc ça, c'est des facteurs d'action. C'est totalement essentiel d'aller prendre en compte ce monde numérique dans sa stratégie d'entreprise. Et évidemment, et ça peut pas se faire si je sais pas ce que je manipule comme information dans l'organisation. Voilà, je voulais apporter cette composante complémentaire. Par contre, tu as ouvert un débat sur le cloud. Ça, c'est un vaste débat. Le contenu, la gouvernance et le cloud. Alors, s'il y a des gens du secteur public dans la salle, évidemment, ils ne sont pas forcément très, malheureusement pour eux d'ailleurs, ouverts en fait au cloud, ne serait-ce que par les archives de France qui ferment un petit peu la porte à ces perspectives. C'est un petit peu dommage. On parlait aussi de taille d'entreprise. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des solutions en fin de compte de gouvernance de l'information qui permettent de démarrer dans le cloud. Donc, quand on parlait tout à l'heure de réduire le coût et de savoir en fait pouvoir démarrer, je suis capable en fin de compte, sans être intrusif dans mon système d'information et donc de calmer en fin de compte quelque part les craintes potentielles d'un directeur informatique, je suis capable en fin de compte de pouvoir au moins piloter les règles et le cycle de vie des informations qui sont dans mon environnement. Je suis capable de pouvoir piloter ça finalement as a service à partir du cloud. Donc ça, c'est un premier point. Et je ne suis pas obligé, bien entendu, de déplacer mon contenu dans un container qui se trouverait, ou d'ailleurs, j'en sais rien. Enfin, s'il est dans le cloud Orange, il est forcément en Normandie, mais ou ailleurs qu'en Normandie. Ailleurs qu'en Normandie. Peu. Bon, partout. C'est grand, la Normandie. Et Oups. Et donc, sans avoir à déplacer en fin de compte mon contenu dans le cloud, je peux déjà démarrer un projet de gouvernance. L'un dernier avantage, c'est que je peux même finalement quelque part assister des directions en fonction du niveau de criticité, par exemple de l'information. Je peux même être capable du coup de pouvoir assister des directions techniques ou des directions informatiques qui souhaiteraient, en fonction d'un bas niveau de criticité d'information, donc avoir un stockage dans le cloud. Je peux continuer en fin de compte à gouverner ces informations même si elles sont dans le cloud. Donc aujourd'hui, il y a des connecteurs qui existent qui nous permettent de pouvoir piloter le cycle de vie à partir donc d'un certain nombre d'environnements donc de stockage cloud. Ce qui veut dire que je peux avoir du coup du mixte, je peux pouvoir gouverner mon contenu tel qu'il existe en fait aujourd'hui, archivé dans les gestions de contenu, dans des disques partagés ou au travers d'environnements comme SharePoint, comme je suis capable de pouvoir gouverner mon contenu qui est dans le cloud. Ça me permet de pouvoir avoir une certaine flexibilité par rapport au déploiement futur de nouvelles solutions qui pourraient arriver, parce qu'on le sait, c'est facile d'avoir en fin de compte des solutions, je pense aux directions marketing ou direction des ventes, c'est facile d'avoir des comptes salesforce.com, c'est facile d'acheter des users et donc des connexions, mais oui, sauf que le contenu qui est généré par ces environnements-là, il va falloir les prendre en considération dans mon système de gouvernance. Donc avoir une solution qui est capable de pouvoir mixer en fin de compte donc les deux, contenu local, contenu papier. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé, on a beaucoup de papier. Alors, on a même aussi des microfilms, on a même aussi... non, pas chez Orange. Des vidéos, etc. Donc il y a encore aussi cette problématique de richesse de contenu qui est bien entendu à prendre en considération. Mais au moins sur ces démarches cloud, on a déjà en fin de compte aujourd'hui des réponses. Sur les questions de localisation, on a répondu un peu à cette question-là lors du forum de l'AF, je ne sais pas si vous y étiez. En fait, il y a une voie pour permettre de bien localiser les données archivées dans le cloud serait liée à la capacité de rendre interopérables ces techniques, les modèles de données qui seraient appliqués avec des normes, les normes OAIS et les métadonnées qui décrivent les documents. Parce que la problématique du cloud pour la localisation, c'est pas le fait de dire j'ai un serveur en Normandie, c'est le fait de dire entre le serveur qui est en Normandie et mon iPhone que j'ai dans ma poche, par où passe l'information. Et donc, c'est dans l'interopérabilité des métadonnées, à un moment donné, qu'on est capable de le mesurer. Mais je ne vais pas détailler les... C'est juste un point, parce que c'est néanmoins un point important, me semble-t-il, qui mérite d'être une minute en retard. C'est que quand on parle de gouvernance, c'est un mot que j'aime bien, mais c'est technique, c'est technologique, c'est organisationnel, c'est stratégique, c'est-à-dire ça doit s'aligner sur la stratégie d'entreprise. Donc c'est quand même des composantes très différentes les unes des autres. Et effectivement, on ne peut pas faire l'économie des normes,
Okay, d'ailleurs, nos directions dans les petites et grandes entreprises ne peuvent pas faire l'économie des normes. Je vous rappelle qu'une norme, c'est un témoignage de bonnes pratiques et que les entreprises sont censées s'aligner sur les bonnes pratiques. En cas de risque, c'est un élément majeur à faire valoir, que le fait qu'on travaille selon ces bonnes pratiques en question. Et deuxième chose, okay, c'est l'ensemble de ces techniques font qu'on doit animer un réseau dans l'entreprise. Qu'on peut dire peut-être que le gouverneur en question, il va peut-être avoir le seul pouvoir de dire non, ce logiciel pour telle raison, ou ce cloud, ou ce SaaS, et encore, pas sûr qu'il ait ce pouvoir, mais on peut imaginer qu'il l'ait. Moi, j'aimerais bien qu'il l'ait. Présente des risques pour mon organisation, donc je ne veux pas que ça soit mis en place. Voilà ce qu'on voudrait, nous, que le DIM au moins ait comme pouvoir. À l'opposé, il doit aussi faire valoir que de l'autre côté, sans outils, sans système, sans méthode, sans organisation et sans animation de réseau interne, bien évidemment, il ne va pas offrir à la direction toute la transparence qui lui est nécessaire pour mieux organiser son entreprise et la rendre plus productive. Alors ça, ce sont des éléments de valeur que toute direction générale, sur le plan stratégique, peuvent se fixer, ils peuvent se dire, voilà, cette année, on va faire en sorte que la productivité soit traitée sur toutes ses facettes, et notamment sur la partie gouvernance de l'information et des documents. Bon, eh bien, on arrive à la fin. Donc, comment démarrer demain matin ? Eh bien, on a vu des choses quand même assez simples à faire, la terminologie, les normes, essayer de construire son réseau. Et puis, on a retenu une petite phrase pour la fin, essayer de faire des smacks à sa direction aussi. On a retenu une petite phrase. La gouvernance, finalement, c'est pas des grosses couronnes, des grosses organisations. C'est quelque chose de relativement léger et voire d'agile à mettre en place. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre présence. On restera encore 2 minutes pour répondre aux questions, s'il y a des questions. Voilà. Merci beaucoup et puis merci à nos intervenants. Merci à toi, Michel. Merci.